Moi, quand je pense au bonheur, il me revient à l'esprit 4 moments clés de mon enfance. 5 ans, colonie de vacances, les monitrices, les moniteurs qui dansent, la musique disco qui éclate dans la sono, et moi, petit boutchou de 5 ans, dansant à en perdre haleine sur Claude François, Alexandrie, Alexandra. Et c'est la fraîcheur de découvrir les premiers pas, les premiers émois, les relations à l'autre, vivantes, dansantes, passionnées. Alexandrie, Alexandra, c'est aussi une chanson qui parle du passé, de l'enfance, de la nostalgie. Vous connaissez le fameux cri de guerre, Barracuda. Et ça, c'était pour moi effectivement une expérience tout à fait marquante du début de ma jeune existence, avoir une communion avec les autres et une envie de bouger, de partager de la joie. Puis, une autre chanson sonne à mon oreille lorsqu'on me parle de bonheur. Cette fois-ci, j'ai 11 ans. Je me rappelle prendre la douche avec les camarades, toujours en colonie de vacances. Et cette fois-ci, c'est Michael Jackson. Je ne vais pas vous faire le moonwalk, je vous rassure. Michael Jackson, Beat It. Vous connaissez le riff de guitare. C'était beaucoup plus rock. Et avec cette voix qui chantait en dehors des lignes, qui exprimait par des cris quelque chose qui désobéissait aux lignes mélodiques trop tracées, petite désobéissance qui nous remplissait d'ardeur, qui nous remplissait de fraîcheur, qui nous remplissait de choses pétillantes. Il y avait aussi une publicité à la télé. Hollywood Chewing Gum, fraîcheur de vivre, chewing gum au goût très frais. Alors qu'est-ce qu'on avait ? On avait des jeunes, une jeunesse liant dans l'amitié des souvenirs immortels, une jeunesse dans le soleil, et toujours cette fraîcheur, cette source qui éclaboussait et qui emportait l'effervescence, jeune, avec la vie devant soi. Et puis, il y avait aussi, cette fois-ci j'avais 13 ans, le 4e souvenir, Bruce Lee, les films de Bruce Lee, où le bonheur de vivre, de combattre, un bonheur héroïque, un bonheur juste et justicier, combattait avec cette même exubérance, cette même sortie des lignes de la normalité. Bruce Lee, c'était l'anormalité, la petite graine, le petit grain de sable qui venait faire bugger la machine, le grain dans l'engrenage qui faisait que sa désobéissance, avec son regard, son intensité, ce corps qui dansait, qui criait, qui exprimait de façon exubérante un sentiment de plénitude, un sentiment de vie. Bruce Lee m'a d'ailleurs fortement influencé, puisque ça se voit plus trop maintenant, je me suis consacré au kung-fu et j'en ai fait pendant 20 ans. Alors pour moi, c'est ça le bonheur, très simplement. Et je pense que vous pouvez partager cette définition. Une explosion de fraîcheur, une explosion de vie contagieuse, qui prolifère de corps en corps, de présence en présence, avec effectivement les corrélats du bonheur que sont la joie de vivre exprimée par le sourire, la façon de communiquer avec les autres, la gourmandise du monde, et finalement, l'addiction à la vie. Alors c'est bien joli tout ça, mais ce bonheur, fraîcheur, pétillance, exubérance, est-il totalement irrationnel de pouvoir imaginer qu'il puisse exister dans le monde de l'entreprise ? Eh bien, c'est l'idée que j'aimerais voir avec vous. Une idée qui me semble prometteuse et qui surtout est déjà passée à l'acte avec des pionniers, des aventuriers de l'entreprise qui ont compris que l'entreprise, lieu normalement de perdition du bonheur, lieu de normalisation, lieu de pression et de stress, peut être la plateforme quasiment existentielle pour changer le monde. L'idée semble assez contre-intuitive, parce que lorsque je vous dis entreprise, vous pensez à pression généralisée. Et tous les exemples qui nous viennent de l'entreprise nous montrent une immense machine, plus ou moins manipulatoire, qui broie les individus dans ce que l'on apprend depuis l'école, la pression, la motivation extrinsèque. Fais ceci et tu auras une récompense, ne fais pas ceci et tu seras sanctionné. À chaque fois, lorsqu'on parle de l'entreprise, on n'imagine pas qu'elle puisse être conjuguée au bonheur. Cette pression généralisée, cette idée que si je fais une chose, c'est pour mon supérieur hiérarchique et non pas pour moi-même, et non pas pour le client, et non pas pour conférer à ma vie un sens supérieur à la satisfaction de mes égoïsmes et de mon individualité, cette entreprise nouvelle est en train, je pense, d'arriver. On ne peut plus
aller plus vite. On ne peut plus pousser les employés, les travailleurs, les salariés et même les patrons qui subissent le stress à augmenter les cadences et à accélérer la déshumanisation programmée, la bureaucratie qui nous étouffe et qui nous sclérose. Idée contre-intuitive parce que, effectivement, aujourd'hui, et c'est bien pour ça que je n'ai pas choisi une voie dans l'entreprise, mais une voie dans la philosophie qui, pour moi, était liée à la gourmandise de vivre, à la gourmandise de s'interroger sur le monde, eh bien, l'entreprise est peut-être aujourd'hui notre premier calvaire. Nous sommes dans une société de la pression généralisée. Et cette pression produit le stress. Le stress que l'on disait positif il y a 50 ans. Et aujourd'hui, aucun médecin sérieux ne peut dire que le stress chronique, le stress continu peut être positif. Le stress broie les individus. Une universitaire belge a quantifié le coût du stress par salarié et par an. 4 000 € par an. Une société de sondage, Gallup, exprime que seuls 9% des salariés français se disent motivés. Nous voyons bien que l'entreprise vit une véritable crise. Et en fuyant l'entreprise, finalement, je me suis retrouvé piégé. J'imaginais faire des conférences aux quatre coins des universités du monde, à Hanoï, à Oran, en Californie, et je me suis fait peu à peu happer par la machine et récupéré par l'entreprise. Qu'est-ce que les entrepreneurs ont à voir avec la philosophie ? Très simplement, un appel à l'aide. Aidez-nous à remettre du sens. Nous avons perdu cette capacité de conférer du sens au travail. Le problème, c'est que la philosophie n'est pas là pour donner du sens. Elle est là pour poser des questions. Et c'est ces questions que je vais vous proposer. La première question concerne notre société. Si nous voulons transformer le stress aujourd'hui en facteur positif d'ouverture au monde et de créativité collective, il va falloir que l'on comprenne que l'entreprise ne se cantonne pas au fait de devoir travailler pour assumer sa vie. L'entreprise peut avoir un destin beaucoup plus vaste et ancré dans l'osmose même de toutes les activités humaines au sein d'une société. Je le dis très simplement, si vous voulez transformer l'entreprise, vous devez aussi transformer le reste de la société. Tous ces facteurs sont imbriqués. Alors, on n'a pas attendu les récentes découvertes sur l'asymétrie des relations, qui dit que si vous traitez bien vos employés, eh bien les clients vont être satisfaits. On n'a pas attendu cela depuis 20 ans, depuis 30 ans. Dans certaines boîtes de 100 à 20 000 salariés, il ne s'agit pas d'une question de petitesse d'entreprise. Des grandes entreprises peuvent adopter de nouvelles philosophies. On a clairement essayé d'ouvrir des voies prometteuses en termes de bien-être, en termes de performance et en termes de sens au travail. On cite Southwest Airlines, on cite Harley-Davidson, on cite Semco, on cite Favi, on cite Iprema. Prenons Iprema par exemple, société rémoise de valorisation des déchets du BTP. Nous avons 90 salariés et nous avons, de façon très novatrice, une réduction du temps de travail, avec cette logique très simple. Si nous avons des salariés reposés, nous aurons une performance accrue. Nous sortons de la logique du stress pour être dans une logique où la passion humaine peut exister et montrer toutes ses capacités de performance. Nous avons aussi des tentatives de travail en binôme, en trinôme, pour favoriser les promotions en interne et surtout pour créer de la communion entre salariés. Prenons Favi, une société dans le département de la Somme qui s'occupe de l'automobile, une société en Picardie. Favi, 400 salariés. Et depuis 1971, avec un président visionnaire, Jean-François Zobrist, nous avons un exemple extraordinaire d'autogestion des ouvriers. La question était que la performance est immédiatement indexée sur le bonheur. L'autre question était qu'est-ce qui rend des salariés heureux ? Eh bien, la réponse, philosophique en soi, sans attendre un philosophe, était que ce qui rend heureux au travail, c'est la responsabilité. Ne pas laisser la possibilité de construire des projets seulement à l'équipe dirigeante, seulement à l'élite, mais faire en sorte que tous puissent participer à la co-création de sens que pourrait être une entreprise. Faire en sorte que chacun puisse gérer son temps comme il le souhaite, en relation et en dialogue avec les autres, avec l'équipe. Cette autogestion,
vous semble utopique, elle fonctionne, elle produit des bénéfices. Et elle produit aussi, elle secrète, je dirais même, une autre vision de l'entreprise. Une vision où on ne travaillerait pas pour les supérieurs hiérarchiques, une vision où il ferait bon travailler, une vision où surtout nous pourrions tous participer, quel que soit notre métier, de celui qui charge un camion à celui qui travaille sur la planification, à l'édification d'un travail ensemble qui redonnerait un sens au collectif. C'est pour moi la leçon fondamentale du bonheur. Il ne relève pas de la psychologie, il relève de la politique, il relève du vivre ensemble. Lorsque vous êtes heureux, vous voulez dire votre bonheur aux autres. Lorsque vous êtes heureux, vous l'exprimez peut-être dans des cris d'alarme, des cris de joie. Lorsque vous êtes heureux, vous voulez communiquer cette quantité d'énergie que constitue le bonheur. Le bonheur n'est pas dans l'instant présent. Le bonheur, c'est un instant présent gorgé d'énergie qui ne cherche qu'une chose, un exutoire, faire quelque chose de l'énergie qui nous habite. Bien sûr, parfois, il nous faut de longues maladies et sortir de l'hôpital en redécouvrant le sens de la vie et en se disant que vivre est heureux. Le grand drame n'est pas tellement de trouver son bonheur en travaillant, le grand drame est d'oublier que l'on est heureux par le travail. Alors, fondamentalement, dans cette vision du bonheur, nous devons y corréler l'ambition. Non pas l'ambition carriériste, opportuniste, égocentrée, non pas l'ambition qui écrase les autres pour asseoir son ego, couronné avec un sceptre dans la main, mais l'ambition collective, cette capacité par l'enthousiasme, par la création de sens, de faire en sorte que les passions soient fédérées. J'évoquais Semco, le créateur de Semco, Ricardo Semler, brésilien, 3000 salariés, avait très vite compris que l'autorité hiérarchique infantilise les travailleurs et que plutôt que d'avoir une autorité verticale, il faut travailler dans un équilibre de vie qui permette d'augmenter la performance. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Deux possibilités s'offrent à ceux qui travaillent en entreprise. La première, que je rejette, je la décline selon l'onde de choc, lorsqu'on perpétue la violence que l'on a subie. La solution d'onde de choc, on la connaît. Faire du bonheur la carotte absolue, ce qui est au bout du parcours, avec toujours cette équation funeste. Travaille bien, fais ce qu'on te dit, entre dans les clous et tu seras heureux. Et puis il y a l'autre solution que je préconise, déclinée selon l'onde de charme, lorsque vous perpétuez en dehors de vous l'humanité que vous avez reçue. Et lorsque les structures bureaucratiques et sclérosantes manquent d'humanité, ce devoir que nous avons tout à chacun, quel que soit notre statut, quel que soit notre métier, d'insuffler de l'humanité dans les bureaucraties, dans les routines robotisantes. Cette puissance d'onde de charme appelle forcément une révolution d'onde de charme. Il s'agit du charme de la vie, dans sa force de surprise et d'exubérance. Ricardo Semler a clairement vu, outre l'infantilisation induite par les hiérarchies, a clairement déterminé que l'on pouvait laisser les ouvriers se débrouiller tout seuls. Pour peu que la responsabilité soit présente, il est tout à fait capable, dans l'amour des clients, de pouvoir augmenter la dose d'autogestion dans les entreprises, avec cette équation fondamentale que si vous participez activement et affectivement à votre travail, vous avez une responsabilité qui vous incombe d'être du côté de la performance. D'autres exemples s'égrènent d'aventuriers du bonheur, de véritables aventuriers, où le bonheur n'est plus une sorte de récompense manipulatrice qui vient de façon onctueuse orner les discours, les beaux discours, et pour finalement, de façon cynique, rendre heureux parce qu'il y a performance, mais véritablement de faire de l'entreprise un espace de vie, de co-création et de partage, au même titre que d'autres espaces sociaux qu'il nous faut redécouvrir. Le bonheur, je le disais, est politique. Il sort de la normalité. Lorsque vous êtes heureux, vous vous dénormalisez. La normalité, vous savez, n'est pas une coordonnée humaine. Normal n'est qu'un programme de machine à laver. Alors véritablement, et ça sera ma conclusion, je vous incite, vous, tout à chacun, à essayer de voir où en est votre liberté et votre responsabilité dans l'édification du bonheur au sein de vos entreprises. Vous pouvez changer les lignes, vous pouvez faire bouger les choses. Pour cela, il faut réhabiliter deux choses importantes, aujourd'hui tabous dans l'entreprise qui veut contrôler tout, la passion et l'amitié.
Pourquoi travailler ensemble ne produirait-il pas de la complicité humaine? Pourquoi travailler ensemble ne pourrait-il pas être indexé sur de la passion et non plus de la pression? Alors, dans l'entreprise, c'est ça que pourrait produire le bonheur. Nous sommes dans cette révolution-là. On ne peut plus faire autrement pour changer la façon de travailler et sortir du marasme contemporain, marasme politique, marasme partagé. Et le bonheur, cette fraîcheur pétillante de la vie, lorsqu'on a 8-10 ans, c'est vos enfants qui peut-être vous rappelleront cette leçon-là. Ça nous fait crier de joie, ça nous fait crier bitit, ça nous fait crier bibabelula, ça nous fait crier barracuda. Je vous remercie.